Ok. Alors, donc, du coup, je suis arrivé en France, notamment à l'université d'Angers en 2008, parce que je suis originaire de la Guinée, le petit pays qui est à côté, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Par la suite, je suis arrivé en France pour faire mes études supérieures. Et me voilà à Angers en 2008, où j'ai commencé mon parcours de licence, notamment. Et tu peux passer à celui d'après. Voilà, donc mon parcours à l'université d'Angers, c'est en 2 temps, où j'ai fait le même parcours que Joël, c'est-à-dire une licence LPCIE, où on faisait un peu de tout, mathématiques, physique, chimie, informatique, enfin voilà. Et par la suite, j'ai fait une licence également en physique appliquée. Et pour continuer, dans un autre master, dans une autre université, qui est à l'université de Poitiers, où j'ai été faire un master sur les matériaux liés aux énergies renouvelables. Et ensuite, je suis revenu à Angers pour faire un master photonique. Bon, je vous expliquerai pourquoi mon parcours est de cette sorte sur le diaporama qui suivra. Ah, Donc, désolé, j'ai essayé quelque chose, mais il veut pas. je vais pas, Je reste comme ça, pardon. ça marche. Donc, du coup, sur ce diaporama, vous voyez 3 de mes stages, enfin, ceux qui ont eu entre guillemets, un incident sur mon parcours. Le premier, c'est celui de Master 1, où j'ai travaillé sur un projet qu'on appelle Solar Decathlon. C'est une compétition internationale entre plusieurs universités qui a pour but de construire des maisons autonomes en énergie solaire, enfin, qui fonctionnent soit au soleil ou à l'éolien ou thermique. Et le but, c'est que la maison soit autosuffisante, qu'on arrive à utiliser l'énergie produite des panneaux solaires pour allumer la télé, enfin, une utilisation familiale. Et dans ce cadre, l'université d'Angers a été accompagnée par l'université de Caroline du Nord, Appalachian State, et on travaille en collaboration. Et moi, ma partie sur ce projet portait sur la partie bilan énergétique. Donc, il fallait que je fasse des simulations en utilisant un logiciel Archivizar, qui est un logiciel professionnel qui permet de faire notamment ces études énergétiques. Je vais vous en parler un peu plus par la suite. Et justement, suite à ce master, j'ai eu une appétence pour tout ce qui est énergie renouvelable, matériaux, et ça m'a donné envie d'aller faire un master à l'université de Poitiers, d'où mon master à l'université de Poitiers, où j'ai eu un stage de fin d'études, où j'ai travaillé sur les piles à combustible à l'IMN de Nantes, à l'Institut Matériaux de Nantes. Et suite à ce stage, je suis revenu à Angers. J'ai fait un autre master qui est le master de photonique. Et durant ce master, j'avais un stage à faire. Là, j'ai été le faire aux États-Unis, à l'université de Clemson, où j'ai travaillé sur des capteurs des polymères, qu'on appelle MEMS pour Micro-Electromechanical System. Donc, je vous en parlerai dans les diaporamas qui vont suivre. Donc, je te laisse passer au suivant, Étienne. Voilà, donc là, je vous parlais du Solar Decathlon, qui est la compétition qui porte sur la construction d'une maison autonome qui fonctionne à l'énergie solaire. Et ça s'est fait en 2 parties. Il y a une équipe d'étudiants qui étaient en licence génie thermique qui se sont déplacés à l'université de North Carolina. Ils ont construit la maison en module. Tu peux passer sur celui d'après, comme ça on voit la maison. Voilà, donc ce que vous voyez à droite avec les ponts thermiques, voilà, ça c'est l'image du logiciel Archivizar qui permettait de faire plein de mesures, notamment sur le type de matériaux qui consommaient moins d'énergie, sur les ponts thermiques, sur l'isolation thermique, que ce soit au niveau du toit, des fenêtres, des baies vitrées, la position de la maison pour qu'elle ait plus de lumière, etc. Donc on le faisait, ce travail sur cette partie énergétique, sur ce logiciel. Et bon, sur la petite photo, on a les 2 équipes en France et aux États-Unis, et la maison qui est sous forme de module, juste en bas de l'image avec le pont thermique. Donc là, l'idée, c'était de la construire en intégralité aux États-Unis et de l'amener en France par le biais d'un bateau. Et étant donné que la présentation se faisait ici à Paris, c'était à Versailles. Et il fallait la reconstruire et ensuite le jury passait, donner des notes, etc. Donc moi, ce qui m'a apporté
sur ce projet, c'est les connaissances de thermodynamique qu'on avait, les connaissances notamment liées à tout ce qui est la cinématique qu'on avait durant le parcours de licence ou de Master 1, on les mettait en application et au-delà, on allait au-delà de nos connaissances, entre guillemets, parce que tout ce qui était partie liée au photovoltaïque, on n'avait pas des cours directement là-dessus, mais on avait des cours d'électricité, d'électronique, donc ça nous permettait de les appliquer et de concrétiser grosso modo nos connaissances qu'on avait durant ce parcours de licence. Et moi personnellement, parce qu'on était deux sur ce projet, moi ça m'a permis d'aller plus loin, d'aller faire un master en matériaux à l'université de Poitiers parce qu'il le proposait à l'université de Poitiers. Donc tu peux passer sur le voilà. Donc, à l'Université de Poitiers, suite à ce master, j'ai été à l'Institut des matériaux de Nantes où j'ai travaillé sur des piles à combustible. C'était sur un projet d'un étudiant qui était en thèse. Et moi, je travaille sur la partie ségrégation en ajoutant de nouveaux matériaux qui permettaient d'avoir une meilleure conductivité de ces piles à combustible. Donc, sur la photo d'après, le slide d'après, voilà, là, c'est ce qu'on obtenait. Bon, on partait sur plusieurs process chimiques, notamment on utilisait des matériaux, lantane, strontium, chrome, manganèse. On faisait une autocombustion, on obtenait une poudre qu'on broyait, qu'on passait au DRX pour regarder ces composants au niveau des rayons X, s'ils sont bien s'ils sont cristallins, s'ils sont poreux, enfin, si ça répondait à ce qu'on voulait. Ensuite, on continue d'autres phases jusqu'à obtenir une première. Là, ce n'est pas une pile, c'est un stack, parce qu'une pile combustible, c'est composé de plusieurs stacks avec un système électronique. Donc, ça, c'est une partie de la pile à combustible, donc c'est un stack. Et pour obtenir ce stack, on faisait une couche on déposait une couche composée d'autres matériaux, notamment là, on a des fils d'or pour améliorer la conductivité et pour obtenir une meilleure conduction par centimètre carré. Donc, l'idée, c'était d'avoir une pile à combustible qui fonctionnait à des températures très élevées et qui était conductible en respectant cette norme, entre guillemets, d'échelle. Et durant ce stage, j'ai eu l'opportunité, parce que l'Institut des matériaux de Nantes a organisé un congrès qu'on appelait Hydrogen of Energy Application, où ils ont invité plusieurs compagnies et plusieurs chercheurs ou étudiants, et chacun présentait son travail, etc. Et donc, du coup, j'ai noué des contacts avec des chercheurs venant des États-Unis et d'ailleurs. Et par la suite, quand je suis revenu à l'université d'Angers pour faire mon master photonique, sur le slide d'après, voilà, donc durant ce master, j'ai fait un stage et j'ai pu le réaliser aux États-Unis suite à ces contacts que j'avais noués durant ce congrès. Et durant ce stage, j'ai travaillé notamment sur les MEMS qui sont... C'est des microelectromechanical systems. Ce sont des capteurs à base de composés chimiques et sur lesquels on fait un système de polymère. Enfin, on obtient un polymère à terme du processus. Donc, sur le slide d'après, voilà, là, ce sont, entre guillemets, les petits échecs avant d'avoir un truc qui était intéressant. Sur celui-ci, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand je suis arrivé, je n'avais pas la connaissance, que ce soit sur ce stage ou celui d'avant, sur les fuel cells, les piles à combustible. Je n'avais pas les connaissances de base, mais j'avais les connaissances issues de ma formation de parcours multidisciplinaire, que ce soit la chimie, parce que là, il y avait pas mal de chimie, il y avait de la physique pour interpréter les résultats, il y avait, là pour les États-Unis, pour ce qui est des États-Unis, contrairement en France, quand j'étais à l'Institut des matériaux de Nantes, où j'étais accompagné par un étudiant en thèse, là, quand je suis arrivé, premier choc que j'ai eu, c'est que j'avais un budget, il fallait que je gère le budget. Il fallait que avant même de commencer à faire mon travail, il fallait que, là sur l'image qui est juste en dessous, celle qui est en dessous du petit plastique jaune, on voit des cavités blanches, voilà. Ceux-là, il fallait les dessiner. Il fallait voir ce qu'ils appellent des machine shops, c'est un atelier, voilà, c'est un atelier qui fabrique des matériaux pour des étudiants qui font de la recherche. Donc, j'avais une autonomie qui était à 100%, et tant en termes de gestion de budget lié au stage,
et également sur les résultats sur lesquels on m'attendait parce que c'était un stage qui était financé par General Electric avec lequel il travaille. Et ce qui m'a effrayé, entre guillemets, c'est le gap entre à l'Institut des matériaux de Nantes, on m'accompagnait au quotidien, donc quelque part, j'étais rassuré. À un autre stage où j'avais une gestion de budget, j'avais un travail à fournir et des résultats surtout à présenter à ceux qui financent. Donc, c'était challenge, il y avait un challenge et c'était intéressant dans le sens où je ne faisais pas uniquement de la recherche, mais je faisais à côté le suivi du budget et surtout, je dessinais. Je partais voir le machine shop pour qu'il me fabrique les matériaux que j'allais utiliser pour faire mon travail. Donc, il y avait ce travail en amont qui consistait à faire des designs, des dessins et demander à ce qu'il les fabrique et vérifier que ce qui a été fait correspond à mes souhaits pour répondre à mon travail de recherche par la suite. Une fois ceci fait, je passais à l'étape d'après qui consistait à fouiller la littérature liée au MEMS, à comprendre comment faire mon capteur, enfin, ce polymère qu'on voit, et également à me rappeler de mes notions parce qu'il y avait pas mal de thermodynamique. Je faisais des drops, des gouttes de solutions que j'avais obtenues suite à un mélange sur des bases de calcul de nombre de moles, de volume, enfin des notions vraiment basiques, entre guillemets. Et par la suite, je les posais, je mettais dans le four qui tournait à un temps et à une température que j'avais programmée. Ça ne marchait pas à tous les coups, d'où mes photos où des fois ça ne tient pas, c'est pas bon. Et il fallait que je me replonge sur mes notions que j'avais eues durant ma licence ou mon master pour pouvoir arriver à un résultat qui tient la route. Donc, quand je faisais ma licence où on faisait des cours de physique ou de chimie, bon, sur le coup, on se dit on travaille pour avoir une bonne note, etc. Mais c'est très important parce que plus tard, on peut s'en servir dans des conditions auxquelles on ne s'y attend pas, ou ça peut te débloquer d'une situation qui est là pour le coup, une situation où tu es en face à un problème, il faut trouver une solution et cette solution, il faut passer par des connaissances qui peuvent être théoriques sur un nombre de moles égal à la concentration et le volume, enfin, des trucs très basiques mais qui sont utiles au jour le jour dans un projet comme celui-ci. Donc à terme, j'ai pu obtenir, comme on peut voir sur la photo dessus, avant la phase pyrolyse, le capteur que je devais avoir et la conductivité qu'il fallait et pour pouvoir continuer sur le projet. Et durant ce projet, indépendamment de la gestion du budget des matériaux qu'il fallait pour réaliser ma recherche et obtenir le matériau qu'il fallait, j'ai également voyagé pour présenter mon travail et j'ai documenté dans des rapports à la fin de mon stage. Et du coup, à la fin de mon stage, j'avais une possibilité de faire une thèse dans ce domaine. Et pour cela, il fallait que je rentre en France et que je passe certains tests et que j'obtienne un nouveau visa. Et voilà. Donc, quand je suis rentré en France, je me suis inscrit à Pôle emploi. J'étais diplômé, je n'avais pas d'emploi. Je me suis inscrit à Pôle emploi en attendant. On m'a contacté à une entreprise qui s'appelle DTA Ingénierie. Là, pour le coup, tu peux passer sur le slide 11, voilà. Et ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire une formation de 50 jours et ils vont me présenter un client ou des clients auprès desquels je vais passer des entretiens. S'ils sont positifs, bah, je vais commencer à travailler chez ces derniers. Bon, moi, je ne savais pas ce que c'était comme formation et ça s'appelait Business Intelligence. Et je n'avais pas de connaissance de ce que c'était. Et bon, je me disais, je prépare mes tests et je prépare mon visa. Donc, ça ne me coûte rien. Je vais faire la formation et puis on verra ce qu'il y a de bien. En attendant, je prépare pour ma thèse, pour retourner à Clemson pour ma thèse. Mais ça, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, le premier jour, on m'a demandé ce que c'est que BI, Business Intelligence. J'avais aucune idée. Et ils m'ont expliqué, ça m'a plu. Ça consiste à partir sur des données que toutes les entreprises ont. Enfin, là, un exemple tout bête, vous partez dans une boutique chez Nike, par exemple, Nike, quand pour constituer sa base de données, il a besoin de clients. Et ces clients sont ceux qui lui donnent des données. Et ces données, ça peut être le nom du client,
son adresse, ses contacts et ses types d'achats. À chaque fois qu'il achète, on arrive à prendre les informations de ce qu'il achète et faire un profil de ce client par rapport à ce qu'il achète. Donc ça, ce sont des données. C'est un exemple très, très basique. C'est pareil, à l'université d'Angers, ce sont des données. On utilise les données des étudiants et ces entreprises veulent donner du sens à ces données. Donc, très souvent, c'est pour quelqu'un qui est chez Nike, c'est comprendre le Nike qui est, je ne sais pas moi, à Paris, à Charles de Gaulle, ce sont le type de client qu'il a. Et ces clients, très souvent, ce sont des voyageurs, ce sont des cadres, ce sont des jeunes. Ils achètent, les hommes achètent tel type d'habits, les femmes achètent tel type de chaussures, etc. Donc, leur base de données, il extrait des données courantes pour en faire un business model. Donc, c'est ce qui est globalement ce qui est caché derrière le mot business intelligence. Donc, suite à cette formation chez DTA, on m'a proposé un entretien chez Soprasteria, qui est un client qui travaille dans le numérique, qui développe des applications, qui développe plein de trucs liés à l'informatique. Et moi, j'ai travaillé sur un premier projet qui portait sur la DSE, Direction nationale de l'armée, où on travaillait notamment, on retravaillait leurs données, très basiquement, leur base de données constituée de chars, d'avions, de bateaux qui sont à tel ou tel endroit. Donc, il fallait qu'ils aient des informations très, très succinctes de leurs matériaux, si leur matériau est en opération externe, si leurs matériaux sont en panne. Donc, nous, il y avait plusieurs phases de travail. Il y avait la phase où il fallait prendre des données qu'on appelle des dataware, ensuite les travailler. Là, tout à l'heure, Joël a parlé de Python. On utilise, enfin, moi, je n'ai pas utilisé Python, mais il y en a qui utilisent beaucoup de Python pour comprendre les données, faire la différence entre, on va dire, les bons et les mauvais, les découper, les organiser, les réorganiser, et finalement donner du sens par le biais soit des applications ou par le biais d'autres outils qui permettraient, par exemple, là, la SNCF, vous partez, vous mettez, je quitte Angers, je vais à Paris, je vais à telle heure, etc. Et derrière, ce sont des données qu'on récupère, ou dans l'autre sens, on récupère des données qui permettent de mettre des plateformes pour des utilisateurs finaux qui seront les clients de la SNCF, dans mon exemple. Donc, moi, je suis arrivé dans l'informatique à tout hasard. Je n'avais pas prévu de faire de la BI. Quand j'ai fait mon stage à Clemson, ou même mes stages à l'IMN ou à LFIA, je n'avais pas connaissance du business intelligence, je ne savais pas ça existait, je ne m'attendais pas à entre guillemets, finir, enfin, entre guillemets, en faire mon métier. Et donc, du coup, c'est le hasard qui a fait qu'aujourd'hui, je continue dans ce domaine qui me plaît, parce que quand j'ai commencé à travailler, ça me plaisait. J'ai mis de côté l'idée de faire une thèse parce que j'ai découvert un domaine qui est en plein essor, parce qu'il date de 15 ans, ce domaine du BI. Avant, les données, on ne savait pas quoi en faire. On les mettait là, ils étaient là, mais là, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, certains disent, c'est l'or noir. On donne plein de sens aux données, on ne les laisse pas comme elles étaient auparavant, en utilisant des outils comme Python, entre autres. Bon, il y a d'autres outils qu'on utilise. Donc, moi, dans mon quotidien, en tant que consultant aujourd'hui, on fait appel à moi sur des projets qui ont été déjà entamés. La majorité du temps, ce sont des projets qui sont entamés, et ils s'attendent à ce que, quand j'arrive, que je puisse directement directement répondre aux besoins. Le besoin, c'est, il y a une de mes missions, notamment à Tours, à l'Harmonie Mutuelle. Quand je suis arrivé, ils faisaient des tests. Ils appelaient ça une phase de recette. Donc, ils avaient développé le système de base de données. Ils avaient fait ce qu'on appelle des entrepôts de données. Ils avaient fait des data marts. Donc, il fallait qu'on teste par le biais du code, des codes SQL ou MySQL pour ceux qui connaissent, vérifier ce qu'ils ont fait correspond aux besoins du client. Le client, c'est Harmonie Mutuelle. Donc moi, quand je suis arrivé, ils attendaient de moi, sur une période de 3 à 8 mois, d'être capable de leur dire ce qui a été développé par une autre entreprise répond aux besoins de Harmonie Mutuelle. Et ça, il fallait écrire des codes, il fallait faire des tests, voilà. Donc, ce qui est intéressant, entre ma formation que j'ai obtenue à Angers et ça, ou même mes diplômes actuellement n'ont pas de lien direct avec ce que je fais, mais ce qui est intéressant, c'est le fait de
de ma formation pluridisciplinaire que j'ai obtenue me permet de m'adapter facilement, entre guillemets, facilement dans le sens où quand j'arrive, au bout d'une semaine, j'arrive à comprendre ce dont ils s'attendent de moi et ce que je dois faire en termes de boulot, étant donné que je suis consultant, donc il n'y a pas une phase de formation, on ne me forme pas. Il présuppose que je serai à même de comprendre leurs besoins et d'y répondre. Et ça, j'y arrive par le biais de différentes compétences que j'ai développées durant mon parcours à l'Université d'Angers, où je faisais, je sais pas, un cours de mécanique quantique, où on faisait des équations de Schrödinger, où on partait sur des traitements du signal, transformer du Fourier, enfin, etc. Tout ça, ce sont des notions pris une à une sont différentes, mais qui développent en soi une capacité de comprendre un cours de chimie organique où on parle de molécules, où on parle de liens, de covalence et tout ça. Et on passe à une autre équation où on fait avec Chrysos, et notamment on fait des transformés. Enfin, tout ça, ce sont des notions prises une à une, on n'arrive pas à voir l'utilisation peut-être ou l'incidence sur la suite. Mais moi, dans mon cas, ça m'a permis, quand j'arrive chez un client, je ne perds pas mes moyens, je ne panique pas, je sais que j'ai un socle qui est sans prétention, un socle de fait de ma formation qui me permettra de comprendre le besoin du client, complexe qu'il soit, de l'ingérer et de pouvoir faire ce dont il s'attend de moi. Donc ça, ce parcours de business intelligence, ce n'était pas un parcours qui était prédéfini, mais de mon background me permet aujourd'hui d'évoluer depuis 6 ans, voire 7 ans maintenant, dans ce domaine où j'utilise la data comme source source première et en faire ce que le client souhaite que je fasse. Donc là, aujourd'hui, je travaille sur des applications, ça peut être des applications, très souvent ces applications pour les mobiles, également pour des IHM, notamment ce qu'on utilise quand on va sur un site web en faisant 3W. Donc, du coup, toutes ces expériences de Nantes à Orléans, sur CGI, à Tours, à Houston ou là maintenant, le point commun, c'est toujours la même chose, c'est la donnée et en fonction de ce que le client ou l'entreprise souhaite, on utilise des outils. Bon, je n'ai pas pris le temps de les citer, mais sur l'image d'après Étienne, je pense que j'en vois quelques-unes. Voilà, là, on peut voir évolution de la BI. La première partie, c'est les données brutes. Donc, on utilise des outils qu'on appelle des ETL pour Extract Transform Load. Ce sont des outils qui permettent d'extraire, comme extract, transformer et charger comme load et à des fins d'utilisation. Comme on voit la self-service, là, ce sont des utilisateurs finaux qui vont voir des diagrammes, des petites courbes qui sont compréhensibles pour eux parce que c'est ça le but. Mais quand on regarde de ces diagrammes, on va plus bas, ce sont des trucs qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Donc, c'est ça l'idée au final de la BI. Et aujourd'hui, on a plein d'outils qui permettent de faire ça de manière très succincte, sans beaucoup de connaissances en code, sans beaucoup d'expertise en code, mais on y arrive. Bon, dans le parcours que propose l'Université d'Angers, ce qui est très enrichissant, c'est le fait que nous faisons à peu près de tout. On reçoit des cours, quand on veut faire de la recherche vraiment approfondie, on peut arriver à faire de la recherche avec les connaissances que nous avons. Quand on veut faire de l'informatique, on fait du langage C, du LabVIEW, moi j'en ai fait durant un de mes stages. Et tout ça, ce sont des connaissances qui permettent par la suite, si on veut se orienter comme moi dans le domaine de l'informatique, on va dire par accident, on y arrive et on arrive à s'en sortir. Si on veut faire de la recherche, quand le fait Jorel, tu peux le faire avec les socles de connaissances que tu as, tu peux le faire. Donc moi, ce qui m'a apporté cette formation, c'est surtout ce côté multidisciplinaire jusqu'à master qui était ouvert, où on faisait de l'électronique numérique, de l'électronique analytique, de l'électrotechnique, des travaux pratiques. Donc c'est très riche en contenu et justement, actuellement, il y a plein de gens avec qui moi je travaille qui n'ont jamais fait une ligne de code en cours. Ils l'ont découvert quand ils ont commencé à travailler chez un client ou quand ils ont commencé à se former d'eux-mêmes. Mais moi, j'ai eu l'avantage de faire du langage C, du C++,
À l'époque, on avait même fait du Pascal en première année, enfin, du traitement d'image où on code j'ai oublié le langage, j'ai oublié celui du traitement d'image. Bon, quoi qu'il en soit, MATLAB. c'est ça, MATLAB. En plus, c'était toi qui le faisais, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, toutes ces connaissances nous permettent, si demain vous vouliez faire de l'informatique, vous seriez à même de le faire. Si vous voulez faire de l'optique, vous pourriez. Et en plus, il y a beaucoup d'applications liées au laser, notamment, qui sont utilisées dans l'automobile, notamment pour tout ce qui est obstacle, pour tout ce qui est voiture qui fonctionne, voiture autonome, parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup de data, là où on utilise vraiment une quantité de data très importante. Donc, il y a des connaissances que vous acquérez durant votre parcours qui pourraient être utiles. Et ici, spécialement, on ne te recrute pas parce que tu as un master en physique ou en optique ou en photonique. On te recrute parce qu'on pense que tu as le background qui peut répondre, c'est-à-dire qui te permettra de monter en compétence et faire ce dont on attend de toi au final. Donc, on ne te recrute pas sur un diplôme, on parie sur tes compétences potentielles ou que tu pourras développer. Et si tu as la chance, durant ton parcours, d'avoir un parcours varié, notamment des cours variés, comme je l'ai donné comme exemple tout à l'heure, tout ce qui est MPCIE et autres, bah, c'est un plus pour toi parce que d'office, tu serais à même de répondre aux besoins et faire ce dont on t'a employé au final. Donc, moi, pour ma part, ce parcours qui est un peu mis de broc et briques, et finalement, aujourd'hui, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Mais c'est fortement du fait que mes cours et le contenu du programme était très varié. Donc, je m'arrête là. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas.